L'Europe a eu peur, l'Europe a eu la trouille pendant 25 ans, la trouille de ces guerres de conquête révolutionnaire puis impériale. Napoléon est dans la situation d'un chef, si vous me permettez l'expression d'aujourd'hui, populiste, qui a un rapport direct avec le peuple, sans intermédiaire. Avait-il une vision de l'Europe ? Honnêtement, il avait une vision d'une domination de la France, mais plus encore de lui-même, sur l'Europe. Au XIXe siècle, les capitales européennes les plus importantes sont bien évidemment Londres, qui est la plus grande capitale, la plus grande ville du monde, avec 1 million d'habitants. En Europe, après, arrive Paris, 550 000 habitants. Sans Internet, sans avion, sans fax, sans voiture, en quelques années, ce pays est réformé de fond en comble et Napoléon parvient à faire la synthèse entre l'Ancien Régime et la Révolution. Aujourd'hui encore, le Code civil reste une source d'inspiration. C'est un homme dont les Russes n'ont jamais cessé de mettre en avant le génie stratégique, le génie militaire. Il résonne en romain. La notion de la base de la pensée napoléonienne, c'est l'Empire romain. Il ne faut jamais oublier la phrase de Victor Hugo. Napoléon a enchaîné la France et a déchaîné l'Europe. Je m'appelle Antoine Chaumette, chasseur à cheval et capitaine de la vieille garde impériale de Napoléon. Déjà 1 mois que l'armée française a été taillée en pièces à Waterloo. J'ai été 15 ans aux côtés de mon empereur à chevaucher les plaines d'Europe, de Marengo à cette funeste campagne de Belgique. Voici l'histoire extraordinaire et exceptionnelle de Napoléon Bonaparte. Puissent ses mémoires être lues plus tard par les historiens. Pour mieux appréhender cette période pendant laquelle Napoléon dominait l'Europe, j'ai étudié à la Fondation Napoléon les différents journaux inédits comme celui du capitaine Chaumette. Plus de 1000 mémorialistes, comme lui, ont décrit cette période stupéfiante de l'histoire. L'Europe a été française de 1800 à 1814, due à la seule volonté d'un homme hors du commun, Napoléon. Pourquoi une telle ascension fulgurante, hégémonique et un écroulement de son empire européen aussi brutal? Pourquoi son action est la clé de lecture de la France moderne? Réponse avec des historiens, journalistes, hommes politiques, tous spécialistes de la période napoléonienne. L'apogée géographique de l'Empire napoléonien, c'est janvier 1812, avec la création de 4 départements catalans, ce qui porte à 134 le nombre de départements, 44 millions d'habitants sur 180 millions d'Européens à peu près à cette époque. Napoléon a beaucoup lu les antiques. César et les légions romaines n'ont aucun secret pour lui. Napoléon rêve d'un empire. Ses modèles seront César et Charlemagne. Il ne faut jamais oublier que l'époque dans laquelle on se situe a comme principale référence l'Antiquité. Ces hommes n'imitent pas les antiques, ils se considèrent comme des antiques. Lorsque Napoléon dit « je suis le successeur de Charlemagne », eh bien c'est très étonnant, mais les gens le croient. C'est-à-dire qu'il annonce qu'il reprend l'empire de Charlemagne en main et il se réfère sans cesse à lui. On a des arrêts du Conseil d'État qui se réfèrent à l'empire de Charlemagne pour justifier des annexions. Pendant longtemps, Napoléon sera l'empereur de la République française, appuyé par une dictature militaire exceptionnelle, très influencée par César et la Rome antique. Toutefois, de rapport avec la religion, Napoléon trouve en Charlemagne, plutôt qu'en César, une figure préférable, plus marketing. Charlemagne se fait couronner à Rome, par le pape en 800. Napoléon en fera de même à Notre-Dame de Paris. Il se servira de la grandeur de Charlemagne et imposera ainsi la religion catholique dans le monde latin et dans le monde germanique. Le couronnement à la cathédrale de Paris en décembre 1804 signe le pouvoir absolu de l'empereur. Mais quels sont ses rapports avec le Vatican et le pape? Après la Révolution française et 10 années d'athéisme, Napoléon autorise la réouverture des églises et la pratique du culte. Mais c'est lui seul qui décide de tout.
Il assujettit le Vatican à sa guise, si bien qu'il est capable d'emprisonner Pie VI et Pie VII. Napoléon est le seul homme au monde à avoir kidnappé 2 papes. Bisogna essere Napoleone per imprigionare 2 papi. Il faut être Napoléon pour emprisonner 2 papes. Que ce soit dans le cas de l'emprisonnement de Pie VI ou celui de Pie VII, il arrive un moment où Napoléon avertit que le temps est venu de montrer qui est vraiment le plus fort. L'occasione di far capire a tutti chi è veramente più forte. È un gesto di politica dura. On peut dire que c'est un geste politique dur, violent même, mais qui a pour but de clarifier la situation. Quand arrive le point où la religion veut, d'une certaine façon, montrer de manière évidente sa supériorité au pouvoir laïque, Napoléon intervient avec détermination vis-à-vis de Pie VI et Pie VII. Tous sont sous le pouvoir de l'empereur. Religieux, civil, militaire, administrateur, architecte, Napoléon domine son monde. S'agit-il d'une folie démesurée ? Il est responsable de n'avoir pas su borner ses ambitions. Mais je ne crois pas qu'il esquissait l'idée d'une Europe équilibrée à l'intérieur de laquelle l'influence française pouvait être pérenne, c'est-à-dire rester continue. Napoléon n'a jamais vraiment défini son projet européen. Il a parlé d'empire fédératif, c'est-à-dire un empire avec un système qui aurait tourné autour de la prépondérance française. Et en cela, il ne peut pas s'entendre avec l'Angleterre qui, elle, est partisane de l'équilibre européen, c'est-à-dire une multitude de puissances moyennes qui se neutralisent les unes les autres. Le système hégémonique de Napoléon est simple. Pour contrôler l'Europe, il crée des alliances et détrône des monarques, les remplaçant par ses frères, ses sœurs et quelques fidèles maréchaux. D'abord, il y a le système des Napoléonides, c'est-à-dire de ses frères qui placent sur des trônes. Bon, ça c'est le premier rang. Il y a Joseph qui est en Espagne, Louis qui est en Hollande, Jérôme qui est roi de Westphalie, Berthier, prince souverain de Neuchâtel. Et il y a Murat qui a épousé Caroline, la sœur de Napoléon, et il est évident que la nomination de Murat comme souverain à Naples est due entièrement au fait qu'il est le beau-frère de l'empereur. Une fois de plus, en conquérant, Napoléon partage l'Europe comme un gros gâteau. Il se décrète roi d'Italie et offre à Murat le royaume de Naples. Le maréchal Murat, le plus grand cavalier de l'armée, devient un allié politique de l'empereur. C'est lui qui, pour la première fois, esquisse l'idée d'une unité italienne, d'où son appel aux Italiens à se soulever contre l'occupant autrichien. Ah, Murat. Les poètes, les écrivains parlaient déjà de l'unité. On en discutait beaucoup, mais jamais un homme au pouvoir n'en avait parlé avec autant de franchise, mais aussi autant de beauté. La proclamation de Rimini est devenue un texte littéraire extraordinaire, dans lequel les Italiens sont encouragés par Murat à donner toute leur passion, toute leur force pour l'unité, pour la péninsule, pour l'amour de la patrie. Et je voudrais ajouter, en tant que napolitain, que cette idée venait du Sud. L'unification plus tard de l'Italie s'est faite du nord au sud, du Piémont à Naples et au reste de la péninsule. Qui sait si cela n'aurait pas été meilleur du sud au nord? Napoléon a toutes les cartes en main pour réussir son pari européen. Il dissémine les idées de la Révolution et installe son code civil. Sa famille règne sur les pays conquis, il est adoubé bon an mal an par le pape, il n'a connu jusqu'à présent aucune défaite militaire. Pour conforter plus encore l'Empire et mener à bien sa politique d'invasion, il s'appuie sur la diplomatie et sur l'homme le plus brillant et le plus redoutable du régime, Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, ministre des Affaires étrangères. Alors nous sommes donc ici à l'hôtel Saint-Florentin, qui était la propriété de Talleyrand, que nous découvrons sur ce magnifique portrait. On y voit tout finalement de Talleyrand, le courtisan du XVIIIe siècle, habillé en habit classique, traditionnel, et puis cette assurance, cette intelligence dans le regard qui sera le propre de cet homme politique tout à fait hors norme.
L'homme clé, évidemment, c'est Talleyrand. Il est officiellement dépositaire d'une forme de responsabilité napoléonienne. Et donc, évidemment, cet homme-là, qui a aussi une réputation établie de grand diplomate, est en mesure, bien sûr, de peser sur le destin de la France. Les Talleyrand, les Fouché, on les connaît pas. C'est nous les soldats de Napoléon qui lui jurons la plus grande fidélité et un soutien sans faille. Dans la vieille garde, nous avons surnommé l'empereur avec affection le tondu ou le petit caporal. Napoléon propage les idées de la Révolution française. Les Anglais, les Autrichiens, les Prussiens nous détestent pour ça. Durant cette période de prépondérance française en Europe, seuls les Anglais résistent et sont les farouches opposants de la France. Napoléon connaissait-il bien ses ennemis ? Bon, voici ma collection des horreurs, des pourries, comme on dit. Ça vient de Belgique. Celui-ci de la République tchèque. Celui-ci, on vient de me l'envoyer du Canada. Et celui-ci, c'est coréen, je crois, ou chinois. Et ce que j'aime bien, c'est le fait que ça ne ressemble en aucun moyen à Napoléon. C'est ça ce qui est amusant. Les choses de ma collection doivent être moches et coûter moins que 10 €. Complètement kitsch. Non, c'est pas le kitsch. Non, c'est autre chose. C'est moche. C'est le kitsch quelque part est amusant. Là, c'est pas amusant, c'est juste déprimant. Napoléon est un homme du XVIIIe siècle. C'est un héritier des Lumières. Il voit l'Angleterre comme un modèle politique. Il voit aussi les Anglais comme des ennemis. La France et l'Angleterre sont engagées dans des conflits depuis 100 ans. Donc sa relation avec l'Angleterre est influencée par ces deux visions. Le problème, puisque les deux grandes puissances de l'époque sont l'Angleterre et la France, ce sont aussi les deux puissances modernes. L'une qui amorce par des réformes, l'autre qui opère une révolution, la France. Simplement, le mot qui caractérise Napoléon, c'est la démesure. Sur la démesure, on peut nourrir de la gloire. Et le mot qui caractérise l'Angleterre pendant ces 15 années, c'est le réalisme. Et sur le réalisme, on bâtit la puissance. Napoléon nous a massé, nous la grande armée, au camp de Boulogne. L'idée est d'envahir l'Angleterre et d'en finir avec les Anglais. Mais la perfide Albion domine les mers et les océans. C'est donc sur le terrain économique qu'il faut vaincre. Partout en Europe, de Lisbonne à Saint-Pétersbourg, Napoléon déclare les îles britanniques en état de blocus. Le blocus continental est tout d'abord une série de taux d'échange qui fait que les produits britanniques se retrouvent hors de prix sur les marchés européens. Puis le commerce avec l'Angleterre se transforme en interdiction totale dans tous les ports français. Malgré le blocus continental, l'Angleterre n'a jamais capitulé et même si l'économie britannique fut en grande difficulté, elle résista. Napoléon est rapide, intuitif, imaginatif, charismatique et il a des garnisons, parce qu'il y a des garnisons partout. Il y a des implantations militaires en Italie, en Autriche, dans la Confédération du Rhin, en Prusse. Bon, ça n'a pas cessé pendant tout l'Empire. Il y a des coalitions contre lui, des monarchies que la Révolution a ulcérées et que ce jeune soldat brillant inquiète. Donc il n'est pas le seul responsable des guerres qui vont reprendre. Ce que veulent les puissances en Europe à cette époque-là est très compliqué. Chacun a ses ambitions, chacun a sa propre politique extérieure. Donc on ne peut pas dire que toute l'Europe est contre Napoléon. Nous voulons en découdre avec les ennemis de la nation. L'Angleterre, l'Autriche, la Prusse. Sire, vous pouvez compter sur nous, quitte à se faire tuer à vos pieds. Napoléon est très respecté par la troupe. Ces soldats le vénèrent, pour eux c'est une sorte de dieu de la guerre. Combattre à côté de Napoléon, pour eux c'est aller à la victoire, automatiquement, c'est partager une partie de sa gloire. C'est là où Napoléon a été très fort, c'est qu'il a réussi à mettre en scène le commandement. À partir du consulat, il va passer dans les troupes, rester sous la pluie alors que les généraux, au contraire, eux, se cachaient à partir du moment où il commençait à pleuvoir. Voilà, il va être extrêmement à l'écoute du soldat, il va savoir leur parler avec ses discours enflammés, ses proclamations enflammées. Et donc le soldat va suivre Napoléon. Suivre Napoléon, c'est aussi une incarnation de la France. Et donc on se bat pour Napoléon parce qu'on se bat pour la nation, on se bat pour la patrie.
Et pour souder plus encore la nation contre les ennemis de la France, Napoléon Bonaparte a ce coup de génie, la création de la Légion d'honneur. Je vais vous montrer un document tout à fait exceptionnel et émouvant pour l'histoire de la Légion d'honneur. C'est une expédition de la loi de création de la Légion d'honneur, le 19 mai 1802, signée par Bonaparte. C'est vraiment l'idée de Bonaparte quand il crée la Légion d'honneur. C'est une de ces masses de granit qui va servir à reconstruire la nation qui a été très désorganisée par 10 ans de révolution. Que veux-tu, me dit l'empereur? La Légion d'honneur. Qu'as-tu fait pour la mériter? Nous nous sommes engagés avec mes 2 aînés il y a déjà 4 campagnes. Mes 2 frères ont été tués au combat. Marquez cet officier par la croix, dit l'empereur d'un ton visiblement ému. J'avais ma Légion d'honneur. Il y a cette citation célèbre de la Légion d'honneur où il dit qu'il faut des hochets pour mener les hommes. Et quelque part, c'est ça. Il sait parler aux hommes, il a aussi ce que j'appellerais le sens de l'instant. Il a le sens de la communication politique. Il sait saisir exactement le moment qui peut lui servir politiquement, qui peut servir à son image. Napoléon se met en scène à longueur de temps et chaque moment est un moment important pour lui, pour justement essayer d'établir à la fois sa légende et créer le personnage qu'il veut créer. On va percer le flanc à nos ennemis, rente-en-plan, tire-lire, rente-en-plan, tire-lire en plan. On va leur percer le flanc, que nous allons rire. Nous commencerons l'attaque ici. Fait, en dehors du génie propre stratégique de Napoléon, la puissance des armées napoléoniennes, c'est qu'elles ont fusionné l'expérience des officiers de l'Ancien Régime, ceux qui ne sont pas partis dans l'immigration, et puis la fougue, la détermination des hommes qui sont engagés dans l'armée autour de la Révolution française et de ses idées. Et c'est cet amalgame qui va faire la puissance de ces armées au moins pendant toute une période. Alors l'ennemi le plus constant de Napoléon, c'est l'Angleterre, hein, ça c'est vraiment l'ennemi par excellence, mais sur le continent, oui, c'est l'Autriche qui a été le plus souvent en guerre contre la France. Napoléon est un stratège hors du commun. Aucun chef de guerre n'a gagné autant de batailles que lui. Austerlitz, c'est une grande victoire, et donc le nombre de morts est très restreint. Les pertes françaises s'élèvent à peu près à 2% de l'effectif. On est à 72 000 hommes réunis sur le champ de bataille. Au soir de la bataille, il n'y a que 1500 morts. De l'autre côté, Russes et Autrichiens perdent 30 000 hommes sur un effectif approximatif de 80 000 hommes. C'est la Prusse qui est entrée en guerre contre Napoléon, hein, puisqu'ils étaient presque alliés, même officiellement alliés au début de 1806. Et puis, brusquement, la Prusse a déclaré la guerre à Napoléon, a envoyé un ultimatum à Napoléon, le demandant d'évacuer l'Allemagne, ce que Napoléon ne pouvait évidemment pas accepter, et d'autant moins que les Français étaient encore en Allemagne après la campagne d'Austerlitz. Donc c'était presque une folie, personne n'a compris vraiment pourquoi la Prusse avait jeté le gant. Elle s'est lancée dans cette guerre avec une disproportion de force étonnante. Elle a été battue effectivement très très vite. De 1800 à 1807, les victoires militaires françaises sont incontestables. Les traités avec les ennemis rapportent beaucoup d'argent à l'Empire. À Paris, Napoléon couvre d'or et d'honneur les plus hauts dignitaires du régime.
Il y avait beaucoup d'argent parce que Napoléon, il savait récompenser ses maréchaux, puisque bon, c'est vrai qu'ils avaient le droit à des dotations assez importantes pour l'époque, et ils avaient un train de vie qui était considérable. Bon, d'abord, ils avaient des domaines qui étaient importants, ils avaient tous des hôtels particuliers dans Paris. Murat avait quand même l'Élysée, faut le reconnaître. Mais il le méritait bien, parce que vous savez, les maréchaux, ils chômaient pas quand ils partaient en bataille, en campagne, et croyez-moi que c'était des... Bon, je peux pas dire des cinglés, mais des gens très téméraires. Quand vous regardez Murat ou même Ney, c'était des personnages qui étaient vraiment intrépides. Parallèlement à sa construction hégémonique de l'Europe, Napoléon veut faire de Paris la capitale modèle du monde, bien supérieure à Londres, Vienne, Berlin ou Saint-Pétersbourg. Paris se transforme, se modernise, s'embellit. Rien n'est trop beau. Napoléon dépouille l'Europe avec ses prises de guerre. Il crée le musée Napoléon qui deviendra le musée du Louvre. Napoléon invente un style Premier Empire qui influencera l'Europe entière. Les hôtels particuliers regorgent de trésors et de richesses. Saint-Florentin, Galiffe et Matignon est l'un des plus prestigieux, l'Élysée. Alors ici nous sommes à l'Élysée, à Paris, dans ce qui étaient les appartements privés de Caroline Bonaparte, épouse Murat, dont il reste quelques splendides pièces, et bien entendu le salon Murat où se tient le Conseil des ministres actuellement, et ce salon ou boudoir d'argent. Et lorsque les Murat vont partir pour Naples, l'Élysée devient palais impérial. Ce palais devient un des palais préférés de Napoléon. Les hôtels particuliers coûtaient une fortune. Ce qui coûtait surtout très cher, c'est de les faire restaurer et de les faire décorer à la mode empire, à la nouvelle mode. Mais la nouvelle élite impériale avait de l'argent, beaucoup d'argent. Et ils avaient ordre également de le dépenser pour briller et faire briller le nouveau régime. Tous ceux qui sont fidèles à Napoléon se sont enrichis. Lebrun, Cambacérès et les deux redoutables manipulateurs du régime impérial, Fouché et Talleyrand. Le prince de Talleyrand, ministre des Affaires extérieures, collectionne les domaines, les propriétés et les hôtels particuliers. Nous nous trouvons dans l'hôtel des Galifés, qui est un immeuble qui appartient depuis un siècle à l'État italien. Il est le siège de l'Institut culturel italien, qui fut à l'époque de la Révolution française le siège du ministère des Relations extérieures, donc l'état-major de Talleyrand. Donc nous entrons ici dans l'atrium de l'hôtel des Galifés. Ce fut là, exactement là, que le 6 décembre 1797, Talleyrand receva pour la première fois Napoléon Bonaparte. Bonaparte comprend tout de suite que l'homme fort du régime, son interlocuteur privilégié, est le ministre des Relations extérieures, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus solide que tous les autres membres du directoire. On va voir maintenant le bureau de Talleyrand. Il avait un art diplomatique fondé sur le secret, sur l'entre-gens, sur la relation très solide avec des agents doubles, triples, quadruples, qu'il devait recevoir en toute intimité. Donc, il a choisi cette pièce, non seulement parce qu'elle était petite, confortable, chaude, mais surtout parce qu'elle permettait plusieurs voies de fuite. Vous avez une petite porte qui donne sur le jardin, une grande porte qui donne dans la salle ovale, et surtout, cette porte, qui était une porte dérobée, par laquelle il pouvait s'enfuir tranquillement, sans être vu, et atteindre ses appartements. Pour les services politiques et diplomatiques rendus à l'empereur, Talleyrand devient l'homme le plus riche du régime. Côté militaire, c'est le maréchal Berthier qui remporte la mise. Avec Berthier, Napoléon est d'une générosité sans limite. Il lui offre des principautés, des hôtels et le château de Grosbois, à 40 km de Paris, qui a appartenu à la famille Berthier jusqu'en 1962. Alors Berthier a été sûrement le plus riche des militaires de Napoléon. Je dis bien les militaires parce qu'il y a eu d'autres hommes très riches, mais Berthier a été le mieux doté par Napoléon. Il a touché plus d'1 200 000 francs de l'époque de dotation, ce qui était une somme effectivement très importante. Il avait ses traitements, le maréchal, les traitements du major général, et il a eu des cadeaux.
Napoléon élève ses maréchaux au plus haut rang du régime impérial. Argent, faste, honneur, il crée une noblesse d'empire, un empire grandissant, peut-être trop fragile. On dit beaucoup que Bonaparte prend le pouvoir par la guerre et le perd par la guerre. La guerre est certainement une réalité qui est centrale à la construction consulaire et impériale, ça ne fait pas de doute. Mais la guerre est un élément qui explique également la nature même de l'Empire, et je dirais sa nature autoritaire, et cette espèce de fuite en avant que va connaître l'Empire dans les dernières années du régime entre 1808 et 1814. Le grand tournant de l'Europe napoléonienne, c'est 1807, après la paix de Tilsit avec Alexandre Ier. À ce moment-là, Napoléon se trouve placé à un carrefour et il a des choix à faire. Or, à partir de 1807, il va faire que les mauvais choix. Notamment, et c'est vraiment le début du cancer qui va ronger son empire, l'annexion, l'invasion de l'Espagne et le placement sur le trône d'Espagne de Joseph Bonaparte. Napoléon est un homme jeune, n'oublions jamais ça. Il a 30 ans quand il arrive au pouvoir, 45 ans quand il le quitte. Il a péché par impatience, il a cru qu'il fallait faire vite, et il a voulu faire trop vite. Il a confondu un peu vitesse et précipitation peut-être. La guerre d'Espagne a été mal conçue, mal exécutée, mal pensée, ce qui fait qu'effectivement, elle a obligé ensuite, compte tenu de l'insurrection, compte tenu du fait que les Anglais y ont envoyé des troupes, elle a obligé Napoléon lui-même à envoyer une armée considérable, entre 250 et 300 000 hommes à certains moments. Et donc, évidemment, ça ne pouvait qu'affaiblir un empire qui avait aussi d'autres guerres à mener. La guerre d'Espagne est l'autre grande catastrophe puisque des régiments entiers vont être engagés. Près de 250 000 à 300 000 hommes vont disparaître dans la péninsule ibérique, victimes des combats et des guerrieros et des prisons espagnoles. Les Espagnols firent tous leurs efforts pour défendre Madrid. Le peuple et les moines avaient pris les armes, ils s'étaient révoltés. L'empereur leur déclara, s'ils tuaient un seul de ses soldats, tout le peuple serait passé au fil de l'épée. Le peuple espagnol a assez massivement refusé l'invasion et la présence française. Évidemment, c'est pas l'ensemble du peuple qui s'est soulevé, mais l'insurrection, la rébellion a été si puissante que les Français ont été vraiment obligés d'y mettre d'énormes moyens compte tenu des véritables enjeux militaires. Je pense que l'Empire s'effrite à partir de la campagne de Russie. L'Espagne, elle, était pratiquement sous contrôle. Donc je dirais que le début de la fin, c'est la Russie. C'est le moment précis, avec la Russie et les complications en Espagne, qui font que l'Empire commence à se fragiliser. Pourquoi Napoléon choisit-il d'envahir la Russie en juin 1812? Structurellement parce qu'il se rend bien compte, comme Alexandre au même moment, que les intérêts de ces deux pays sont en réalité de plus en plus antinomiques et que tôt ou tard, cette opposition devra déboucher par la défaite politique de l'un des deux. Conjoncturellement, Napoléon décide la préparation de la guerre dès 1811 parce qu'il est convaincu qu'Alexandre déclenchera cette guerre et qu'il s'agit donc d'être le premier des deux à la déclencher. La retraite de Russie, la campagne de Russie est une catastrophe. L'armée française est à peu près à 450 000 hommes en juin. Au retour, eh bien, il n'y aura en gros plus que 10% de l'armée encore constituée. Il y avait 28 degrés au-dessous de zéro. Le temps était si vigoureux que les hommes ne pouvaient plus le supporter. Même les corbeaux gelaient. On mangeait nos chevaux, les Cosaques ne cessaient de nous harceler. Napoléon dit qu'il s'agit de mener une guerre courte pour finalement en finir avec la Russie pour se retourner contre l'Angleterre. Deuxième idée, construire une Europe qui serait une Europe continentale
dans laquelle forcément la Russie devrait être maintenue à part, car trop de différences à ses yeux séparent ce qu'il appelle la civilisation européenne de la barbarie russe. Et puis, dernier élément qu'il met en avant, l'idée que la France, dans son rêve européen, a également une mission qui est celle de redonner à la Pologne son indépendance. On connaît cette grande tirade de Napoléon avant qu'il ne parte pour son ultime campagne de France. Qu'est-ce que le trône? 4 morceaux de bois. C'est moi qui incarne la France. Donc il y a une sorte, dans l'esprit de Napoléon, d'incarnation absolue et solitaire de sa personne au pays. Et en chemin, il en oublie une réalité qui est incontestable depuis l'avènement de la Révolution en 1789, c'est celle de la nation. À partir de 1812 et de 1813, disons que la haute hiérarchie, les maréchaux, commencent à trouver que ça suffit. Et ils aimeraient bien profiter des résultats de leur courage et de leur campagne, c'est-à-dire de leur château, de leur famille, de leur argent, etc. Et depuis la fin de la campagne de Russie, ils y allaient avec des pieds de plomb. Sire, vous n'avez plus le choix. Renoncez au trône, il faut abdiquer. Nous nous sommes battus comme des lions pour défendre la patrie. La France est envahie par les Russes, les Autrichiens, les Prussiens et les Anglais. Il n'y a plus guère de solution que l'abdication. Que va devenir notre empereur ? Le 6 avril 1814, à Fontainebleau, Napoléon signe son abdication. La chute de son empire européen est vertigineuse. Les monarques européens se sont enfin débarrassés pour un temps de Napoléon, exilé en Méditerranée sur un confetti rocheux, l'île d'Elbe. Le Russe Alexandre Ier entre triomphalement à Paris en grand vainqueur. Talleyrand une nouvelle fois retourne sa veste et accueille le tsar de Russie en ami chez lui à Paris, à l'hôtel Saint-Florentin. L'homme clé, évidemment, qui est en mesure peut-être d'infléchir le destin de la France à ce moment-là, c'est Talleyrand. En même temps qu'il a approché les Bourbons, Talleyrand a approché Alexandre Ier depuis quelques semaines. Les deux hommes se connaissent bien. Ils se sont rencontrés à Tilsit, ils se sont revus à Erfurt en 1808, où d'ailleurs Talleyrand a commencé à trahir Napoléon. Donc il y a entre les deux hommes, je dirais pas une complicité, mais des liens d'estime. Et ils partagent, et ça c'est de façon sincère, je dirais, des deux côtés, un goût pour les idées libérales et un attachement pour l'idée que la France devrait aller vers un régime constitutionnel et non pas vers un retour à l'ancien régime. La Révolution et Napoléon sont passés par là, le droit divin et l'hégémonie impériale n'existent plus. La France moderne est en marche, les représentants du peuple, les ministres ont leur mot à dire, les rois désormais devront composer. La première restauration est une période qui se passe quand même plutôt bien. Louis XVIII est un homme intelligent, il va un peu contre ses convictions, mener ce qu'il appelle lui-même une politique de pardon et d'oubli. Ce qui fait qu'il y a d'abord pas de chasse aux sorcières réelle, et puis il y a surtout la libéralisation du régime. La charte de 1814, même si elle est octroyée, est une charte pré-parlementaire qui crée une ambiance nouvelle dans le pays, et puis surtout Louis XVIII libère la presse, libère l'expression, alors il le payera cher, mais voilà quelque chose que Napoléon, lui, n'avait pas fait. La France est occupée par les ennemis. Nos maréchaux, Berthier, Ney, Soult, se traitent de marmons, ont prêté serment à ce gros cochon de Louis XVIII. Nous, les soldats, sommes les dindons de la farce, réduits à être payés une demi-solde. Nous regrettons notre empereur. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Louis XVIII, lui, dans la première restauration, veut à tout prix se faire bien voir des maréchaux qui sont importants pour tenir l'armée et pour la cour. Donc Louis XVIII veut garder une partie de l'organisation, je dis bien une partie, de l'organisation impériale.
1814, malgré l'occupation russe, les Parisiens goûtent le retour à la paix. La bourgeoisie découvre les frivolités. Côté politique, le prince de Talleyrand, l'homme fort de la monarchie constitutionnelle, redéfinit lors du traité de Paris la position de la France en Europe avec les ennemis d'autrefois. Le tsar de Russie, Metternich l'Autrichien et Wellington l'Anglais. Ce n'est plus avec les canons de Napoléon, mais avec le raffinement des vins et de la gastronomie française qu'il négocie en homme de l'Ancien Régime et en diplomate éclairé. Ça fait partie, je dirais, de la douceur de vivre d'Ancien Régime. Vous connaissez la phrase, hein, qui n'a pas connu les années qui ont précédé la Révolution ne sait pas ce que c'est que la douceur de vivre. Mais je crois que pour Talleyrand, ces usages de la table, ce raffinement de la table était allé de soi. Et dira-t-il aussi, il n'y a pas de bonne diplomatie sans bon dîner. Talleyrand, quand il est parti de Paris pour le congrès de Vienne, a écrit à Louis XVIII « J'ai plus besoin de casseroles que d'instructions écrites ». Et quand il est arrivé à Vienne et qu'il a commencé ses négociations, il est revenu à la charge en disant « J'ai plus besoin de cuisiniers que de diplomates ». Le congrès de Vienne se réunit de 1814 à 1815 pour régler le sort des territoires annexés par l'empire de Napoléon. C'est en quelque sorte le début d'une construction européenne dans un souci de paix et de contrôle du nationalisme. Ces idées, nées du congrès de Vienne, seront sans cesse reprises par les dirigeants pour la construction de l'Europe. Le nationalisme, c'est la guerre. Oui, le XXIe siècle doit être et sera celui d'une renaissance européenne. L'Europe a été capable de progrès, mais en même temps, elle ne peut en rester là. Sinon, c'était pas la peine de construire l'Europe. Merci. Tout au long du XIXe et du XXe siècle, la paix en Europe a toujours triomphé des conflits et des guerres. En cela, l'Europe guerrière de Napoléon ne pouvait pas survivre. Au congrès de Vienne, les Européens prennent conscience de l'impératif d'imposer la paix tout en redessinant le continent. L'Europe d'Ancien Régime connaissait pas beaucoup de frontières et voilà, il y avait une classe sociale qui était un peu la même partout. Le nationalisme est né de Napoléon. Donc le nationalisme, c'est le contraire de l'unification de l'Europe. En ce sens, il a desservi. Mais d'autre part, il a quand même réussi à créer quelque chose de collectif qui s'est produit dans les différents pays, contre lui en partie. Mais les Européens ont appris qu'ils avaient des intérêts communs, ils ont appris qu'ils avaient des valeurs communes. Et ça, c'est un petit peu également grâce à Napoléon. L'Europe a eu peur, l'Europe a eu la trouille. Pendant 25 ans, la trouille de ces guerres de conquête révolutionnaire puis impériale. Et pour la première fois depuis un quart de siècle, elle peut souffler. Quand la violence, quand la crise, quand la peur disparaît, on ne pense qu'à une chose, c'est à s'amuser. Les monarques sont en vacances, dit Madame Dumontet, qui était présente dans ses mémoires, qui était présente à Vienne. Ce sont des grandes vacances de rois, dit-elle encore. Et du point de vue des monarques et des élites européennes, c'est ce qui s'est passé à Vienne. Souvenez-vous du mot merveilleux du prince de Ligne, le congrès ne marche pas, il danse. En réalité, le congrès va être aussi un congrès de rapport de force. Hein. Tout le monde n'arrive pas là, la fleur au fusil ou le sourire aux lèvres. Le congrès a complètement modifié le droit international. D'abord en créant un droit diplomatique spécifique, en proclamant l'abolition de la traite, en proclamant la liberté de navigation sur les fleuves et les rivières, ce qui est une nouveauté du droit supranational pour la première fois, et puis en créant une espèce de conseil de sécurité avant l'heure, qui s'appelait le Concert européen, et qui était le droit pour les grandes puissances d'imposer aux autres le règlement de différends, l'application de nouvelles normes législatives, etc., etc. Et puis, on oublie aussi que dans l'acte final du Congrès de Vienne, le Congrès invite tous les souverains européens à doter leur peuple d'une constitution. Anglais, Autrichiens, Prussiens, Français, Russes, tout le monde souhaite la paix après 20 ans de guerre. Alexandre Ier a depuis le début des guerres napoléoniennes cette volonté de fraternité définitive entre les peuples chrétiens européens.
le tsar de Russie veut créer une Sainte Alliance. La Sainte Alliance porte déjà en elle le germe d'une Ligue des Nations européennes telle qu'elle sera constituée en 1918-19 avec le projet de Société des Nations, de Ligue des Nations européennes, et ensuite tel qu'on le verra bien sûr après la Deuxième Guerre mondiale. Napoléon a fait de la France une grande puissance par la guerre. Talleyrand réussira la même chose par la ruse et l'habileté politique. Au Congrès de Vienne, il redonnera à la France son rang de grande puissance qu'elle détient toujours aujourd'hui. Et cette façon qu'a eu Talleyrand de mettre en avant un certain nombre de principes, le droit public, la légitimité, qui lie à la fois la France à l'Europe et qui va lui permettre au bout du compte d'avoir une voix qui compte au sein de cette fameuse conférence des grandes puissances, dite conférence des 5, est tout de même extraordinaire quand on sait d'où il vient. Et ce qu'il représente, un pays profondément isolé, absolument battu, et en cela, il a été extraordinaire. Votre Majesté, le monstre s'est échappé de l'île d'Elbe. Le retour de l'île d'Elbe, c'est évidemment un moment absolument extraordinaire. Hein. L'invasion d'un pays par un homme, disait Chateaubriand, qui réussit. C'est une nouvelle fracassante. Napoléon rentre en France. À Grenoble, à Lyon, l'armée du roi s'est ralliée à l'empereur. L'aigle impérial vole de clocher en clocher jusqu'à celui de Notre-Dame. Dès le 21 mars 1815, Napoléon se rend compte que les emmerdements commencent, si je puis dire. Il est rentré aux Tuileries la veille, et le lendemain, il faut constituer un gouvernement, reprendre en main l'administration, etc. Et il se rend compte que personne ne veut y aller. À Paris, Napoléon n'a plus la situation en main. Fouché, ministre de la police, joue un double jeu. À Vienne, c'est encore pire. Talleyrand mobilise les énergies. Les puissances européennes déclarent que Napoléon Bonaparte est un perturbateur du repos du monde et qu'il s'est placé hors des relations civiles et sociales. C'est un hors-la-loi. Lorsque Napoléon rentre de l'île d'Elbe, Louis XVIII s'en va. C'est sur cette impopularité de Louis XVIII que Napoléon va construire ce qu'on appelle l'épopée des 100 jours. Mais en même temps, dès 1814 et la défaite française, tout est consommé. Ensuite, ça ne sera plus qu'un sursis. Et Waterloo fera que les conditions imposées à la France lors de sa défaite finale seront plus dures. Alors un historien qui s'appelle Pierre Brandat a eu cette phrase « Les 100 jours sont les 100 jours les plus chers de l'histoire de France ». Il a totalement raison. La France a été durement rançonnée après la bataille de Waterloo. Ce qui fait qu'on est en gros autour de 2 milliards et demi de dépenses, c'est-à-dire entre 4 et 6 ans du budget national. Napoléon est dans une impasse. À Paris comme à Vienne, Fouché et Talleyrand attendent la fin politique et militaire de Napoléon. L'Europe se déchaîne et lui déclare la guerre. Anglais, Prussiens, Hollandais, Espagnols, Autrichiens, Russes marchent sur la France. Napoléon tente un dernier coup de poker. Il précipite les événements et affronte l'armée prussienne et anglaise basée à Waterloo. Nous partons nous battre en Belgique. L'empereur est radieux comme au bon vieux temps d'Austerlitz. L'enthousiasme se faufile partout dans les rangs de la vieille garde. Ça boit, ça ripaille, ça chante. Boum le canon, boum la mitraille. Sonnez clairon, teintez médaille. À Waterloo, vous savez, tout est consommé depuis déjà 1 an, sans que, en France, personne ne le retienne. Ni les corps constitués, ni ses généraux, ni même le peuple. Il était politiquement déjà mort. Pour le cœur de la garde, Napoléon est même pas un demi-dieu, c'est un dieu. Tous les grognards, tout ça, ils se battaient au corps à corps. Hein. Ils s'embrochaient même avec les baïonnettes. Né à crier sur le champ de bataille, je voudrais que tous ces boulets m'entracent dans le ventre. La bataille de Waterloo coûtera quand même près de 50 000 disparus à l'armée française. Je m'élance au galop. Un bel officier anglais arrive à mon côté. Il m'envoie un coup de pointe avec son épée. Je lui pars, un coup de revers avec mon grand sabre, et à mon tour, lui coupe la moitié de la tête. Il maniait ces sabres-là plus comme les hussards, vous voyez.
parce que les hussards avaient tendance à sabrer plus, vous voyez, en forme de cercle. C'était redoutable, hein. Et d'ailleurs, il y avait quand même des blessures qui étaient quand même très graves à l'époque, hein. Et puis évidemment, il n'y avait pas les antibiotiques pour soigner les infections, et souvent, malheureusement, on les amputait ou on leur coupait le bras, et puis voilà, c'était comme ça à l'époque. Messieurs, c'est l'ouverture du bal. Que reste-t-il de Napoléon 200 ans après Waterloo? Des fondations, des amicales, des livres, des thèses, des revues, des reconstitutions, la légende est tenace. Et d'une manière presque philosophique, il y a cette constance depuis Waterloo, les Français sont sensibles aux belles défaites. Le discours qui va traverser au fond tout le 19e siècle français autour de Waterloo, du point de vue des représentations de la bataille, c'est d'une part la défaite glorieuse. C'est une défaite, certes, mais les Français se sont montrés d'un courage extraordinaire, et c'est toute la légende du dernier carré, toute la légende du merde de Cambronne, lâché, comme dirait Victor Hugo, à l'ancienne Europe des monarchies. Le merde de Cambronne, sous la plume de Victor Hugo, devient le merde de la République, le merde des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, lancé et craché à la figure des anciennes monarchies européennes. C'est un merde quasiment victorieux, au cœur même de la défaite militaire de Waterloo. Waterloo, 200 ans plus tard, c'est une chanson du groupe ABBA. C'est un site classé où l'on reconstitue tous les 2 ans la bataille. Les restaurants, les cafés, les cinémas, le musée portent le nom des protagonistes de cette période. Waterloo est également une marque de bière brassée dans l'ancien hôpital anglais. À Waterloo, les Anglais ont été les grands gagnants de l'histoire. Même les terres du champ de bataille ont été offertes au duc de Wellington, le tombeur de Napoléon. Les descendants de Wellington viennent donc à Waterloo pour la simple bonne raison qu'ils sont les princes de Waterloo. Il faut savoir que à la suite de la bataille de Waterloo, le roi de Hollande a créé une principauté de Waterloo et donné le titre de prince de Waterloo à Wellesley, donc au duc de Wellington, et à ses descendants par primogéniture masculine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes au 9e prince de Waterloo, duc de Wellington, qui vient que régulièrement, et pour ce faire, il reçoit une dotation. En fait, il a reçu plus ou moins 1000 hectares de terre sur lesquels il prélève une dotation. Il prélève des revenus comme n'importe quel propriétaire pourrait prélever des revenus sur des terres agricoles. À Waterloo, en 1815, les armées anglaises et prussiennes ont définitivement mis fin à l'aventure impériale. Et aujourd'hui, quels sont les déficits et les crédits de cette Europe française voulue par Napoléon? De toute façon, on peut lui faire crédit de son génie, de son exceptionnelle personnalité, de son talent militaire, de ses capacités d'administrateur. Le problème, c'est que Napoléon ne choisira aucune des deux politiques concevables, soit une politique d'émancipation des peuples autour des messages de la Révolution française, soit une politique réaliste d'État à État, mesurant la capacité de l'ambition française pour pérenniser ses conquêtes. Il ne fera ni l'une ni l'autre de ces politiques, et tout se terminera finalement par un désastre et l'effondrement de l'Empire. Pour l'Europe des monarques, Napoléon incarne la Révolution. On dit quelquefois la Révolution beauté. Il a été le Robespierre à cheval, on entend ce genre de formule. Donc il a vraiment porté la Révolution en Europe. Et il y a eu des conséquences, le Code civil par exemple dans certains endroits, et puis d'autres pays comme la Prusse n'étaient pas forcés de le faire, ils n'étaient pas occupés par Napoléon, mais ils ont compris que
pour lui résister, il fallait adopter certains principes révolutionnaires. Donc il y a eu une influence de ce point de vue-là qui était durable. Napoléon est un homme du centre, en fait, d'un homme, on peut dire au-dessus des partis, ou bien on peut dire qu'il est un homme du centre qui a voulu une synthèse. On dit souvent qu'il a été l'homme de la synthèse entre l'Ancien Régime et la Révolution. Il a été ça aussi en Europe. L'aventure extérieure napoléonienne s'achève par un échec. Mais elle a des bénéfices indirects. Forme d'extension des principes de la Révolution française, adoption par exemple du Code civil par toute une série de pays, le fait qu'on commence à rédiger des constitutions un petit peu partout, ça c'est Napoléon qui l'a imposé à l'Europe, j'allais dire malgré sa défaite. Donc lorsque on jette le bébé Napoléon, il ne faut pas le jeter avec l'eau du bain. Et voici donc l'acte d'abdication signé ici à l'Élysée au Salon d'Argent. Ma vie politique est terminée au palais de l'Élysée le 22 juin 1815, Napoléon. C'est la fin de sa vie politique, mais c'est le début de sa légende. Ainsi s'achève cet ouvrage, Souvenir d'un vieux soldat de l'Empire. Ce que je peux dire en conclusion, c'est que la victoire finale des monarques européens n'a ni augmenté leur gloire, ni diminué celle de Napoléon.